Et c'était la raison pour laquelle nous étions certains, dès octobre 67, à occuper la Sorbonne, mais pas du tout, j'étais ni trotskiste, ni maoïste, ni rien du tout, pour arrêter avec l'enseignement mandarinal. Je donne un exemple, je suivais les cours d'un certain André Martinet, linguiste, qui disait textuellement qu'on ne devait pas lire Jacobson, Roman Jacobson, le grand linguiste. Ça, c'était quelque chose d'inimaginable. En lettres, on ne devait pas lire ni aller au séminaire de Roland Barthes. Ne parlons pas de Lacan, c'était un Satan. Foucault était considéré comme rien du tout. Autrement dit, la vraie question était que pour les gens de ma génération, je faisais une licence de lettres, la vraie pensée, les maîtres, j'assume, les maîtres, je ne dis pas les maîtres à penser, mais la vraie pensée n'était pas dans le secteur lettres, en tout cas, de la Sorbonne. Et c'était quelque chose d'inimaginable. Voilà. Donc, dès qu'il y a le 22 mars, on avait déjà commencé cette contestation, on va démettre les professeurs. Mais ils le méritaient. Et ça n'était pas du tout, si vous voulez, pour casser quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas fait le moindre. On s'est retrouvés, tout le monde s'est retrouvé dans la rue. Mais je voulais essentiellement que ça change. Et il est exact que, par rapport à la génération d'avant, les penseurs étaient des universitaires, à part Lacan. Mais ils étaient tous des universitaires patentés. Hein. Même Derrida, à cette époque. Et donc, il y avait quelque chose qui n'allait pas. L'université n'enseignait plus ce qui était la vraie pensée actuelle. Mathieu Botte-Bonneville. J'ajoute Deleuze, mais Deleuze, je l'ai eu comme maître et comme prof à l'université de Vincennes, où j'ai filé. Après, voilà. Il y a une métamorphose, une mue des maîtres, en particulier universitaires, dans cette expérience, cette université expérimentale de Vincennes, dans la foulée immédiate de mai 68. Je m'y inscris immédiatement pour terminer pour faire ma maîtrise de lettres. Voilà. Et justement, il s'y exerce, il s'y pratique, pour reprendre un mot de Foucault, une relation différente entre maître et étudiant, maître et élève. Mathieu Botte-Bonneville, vous êtes un des spécialistes français de Michel Foucault. Michel Foucault n'était pas à Paris en mai 68, il était en Tunisie. Il a d'ailleurs, avec un peu de mordant, pu parler de sauterie stalinienne à propos de mai 68, de ce qui s'était déroulé dans les rues. Mais surtout, il insiste, lui, justement, sur sa volonté dès après mai 68, puisqu'il devient professeur à l'université de Vincennes à Paris 8, il insiste sur sa volonté de relier la pensée et la vie, et en particulier dans le rapport entre maître et élève. Effectivement, en France, en 68, il est en Tunisie, où il assiste à des révoltes étudiantes durement réprimées par le pouvoir, ce qui va marquer assez fortement en fait sa réflexion. Donc même s'il a un goût parfois regrettable ou hâtif des formules définitives, il y a un intérêt très fort pour ce type de mobilisation chez Foucault. Ce qu'il faut comprendre, la difficulté qu'il faut identifier, si on repart de ce que disait Elisabeth Roudinesco, c'est qu'en 68 se passent deux choses qui d'une certaine façon sont contradictoires l'une avec l'autre. Le premier problème, c'est qu'on assiste effectivement à un retard de l'académie sur elle-même, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ceux qui vont produire les analyses les plus pertinentes, les plus radicales aussi, mais qui renouvellent véritablement la pensée, ne sont pas dans l'université. Ils sont généralement d'ailleurs ailleurs. Barthes est parti aussi à l'étranger. Il y a une géographie, il y a une sorte de diaspora des intellectuels qui vont faire la génération d'après. Donc on pourrait lire 68 comme au fond un passage de relais, un peu crispé, parce que ceux qui sont là ne veulent pas laisser la place à ceux qui ne sont pas là. Et simultanément, 68 est une profonde mise en question de la forme mandarinale, c'est-à-dire aussi du rapport magistral dans l'enseignement, de sorte que 68 est à la fois un moment d'éclosion, si on veut, ou en tout cas d'affirmation de toute une génération de maîtres, et une mise en question assez massive, assez profonde de ce que c'est qu'être un maître, de ce que ça ne peut plus être, et dans un embarras qui est très intéressant, parce que, on va y revenir, mais on va voir un certain nombre de ces intellectuels-là courir après leur magistère, s'en défendre en même temps et tâcher de rattraper les événements un peu, quitte à vraiment leur courir après ou à faire du ski nautique derrière, en tâchant de se poser comme les inspirateurs ou les initiateurs d'un mouvement qui les déborde. Ce double mouvement-là est plutôt intéressant. Manuel Cervera-Marzal, vous êtes philosophe, vous faites du de posters de Lacan et Foucault que je vénère tous les soirs avant de m'endormir en mémoire de mai 68.
Non, plus sérieusement, je ne vais pas parler de ces auteurs, ces personnes-là, parce que j'ai à mes côtés deux éminents spécialistes qui, par ailleurs, Elisabeth Roudinesco, a vécu ces événements. Simplement, moi, vous l'avez dit, hein, j'étais même pas une vague idée dans la tête de mes parents en mai 68, puisque eux-mêmes avaient 7 ou 8 ans. Mais ce que je peux vous dire, du coup, c'est de mon point de vue aujourd'hui, comment est-ce que je vois mai 68, sachant que je le vois à travers certaines lectures. Je dois beaucoup à des collègues historiens, Michel Zancarini-Fournel, Ludivine Bantini, des gens que vous avez reçus ici, j'imagine. Et à travers eux, ce que je vois, je dis pas que c'est la vérité, je dis la façon dont aujourd'hui quelqu'un qui travaille sur les mouvements de contestation perçoit mai 68, qui est une source d'inspiration parmi d'autres. Hein. On fêtait aussi le centenaire de 1917 pour les mouvements contemporains. Et bien pour moi, ce qui reste de mai 68, c'est la critique des maîtres. C'est la critique des maîtres au sens où ce qui est venu, le grand message de cette époque-là, c'est un message, c'est une revendication d'égalité, d'égalisation des conditions entre à la fois les ouvriers et leurs patrons, à la fois, on parlait à l'instant des étudiants et des mandarins, les infirmières et les médecins. C'est ça, c'est la parole, elle est prise par tout le monde, donc par définition, si elle est prise par tout le monde, ça veut dire que le monopole de quelques-uns qu'on appelait justement les maîtres ou autres, eh bien ce monopole il vole en éclats, et c'est cette flamme-là aujourd'hui que certains ont envie de rallumer lorsque ils graffitent, enfin en tout cas ils font des graffitis sur les murs comme ça de Paris ou de Bastille en mettant qu'il y a ceux qui commémorent mai 68 et que nous de notre côté on va recommencer mai 68. Elisabeth Roudinesco. Oui. D'abord il y a Gencia, mais tous les grands écrivains, les meilleurs écrivains de toute tendance sont à l'hôtel de Massa. Ensuite on descend le boulevard Saint-Jacques, on arrive à la Sorbonne. Là, c'est évidemment, on met en place de quoi contester cet enseignement. Et puis ensuite, il y a évidemment ce qui ressemble au Front populaire, c'est-à-dire la classe ouvrière qui débarque. Et ça, pour quelqu'un comme moi, élevé à la fois dans le culte de la résistance et le souvenir de 36, c'est une image inouïe. Donc c'est un grand moment festif. Juste un petit point. Elisabeth Roudinesco, je vous coupe juste une seconde parce que vous êtes en train de nous refaire la topologie, ce voyage à travers le quartier latin, pour signaler qu'il y a un projet exceptionnel de France Culture en partenariat avec la mairie de Paris qui s'appelle Mai 68, Retour au quartier latin. Et justement, c'est un documentaire sonore itinérant qui commence devant l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Et donc, on peut écouter toute l'histoire, tout ce que vous venez de nous raconter avec ses écouteurs dans les oreilles. Oui, alors, juste un point théorique. Moi, je ne crois pas que quand on était étudiant à la Sorbonne, on rêvait de maîtres. Ça, pourquoi? Parce que les maîtres, ils étaient là. Ce que j'appelle maîtres, c'est les penseurs. Être en licence de lettres, lire Barthes, Derrida, Foucault, je lisais tous à la fois, Althusser, Deleuze, ils étaient là, les maîtres. Ils n'étaient pas à la Sorbonne où c'était les mandarins. Donc, moi, je pense que pour beaucoup d'entre nous, il n'y avait pas cette revendication d'égalité, mais on voulait avoir la vraie pensée et pas ce qu'était devenu la Sorbonne. Ça, c'est valable en lettres, je pense. Ça ne l'était pas en philosophie, puisque c'était bien mieux en philo, c'était pas à ce point. Mais le secteur lettres était dans un état de désastre absolu. Hein. Mathieu Pot-Bonneville. Oui, une question du coup. Comment vous comprenez cette sortie de Lacan, qui est restée fameuse, et qui consiste à dire « vous avez demandé des maîtres, vous les aurez ». C'est ce moment de colère où, au fond... Bon, je pourrais dire ce que j'y entends, mais j'aimerais bien savoir comment vous le comprenez ce moment. J'y étais. C'est ça aussi. C'est cette Vincennes, conférence à Vincennes, qui était extraordinaire. Jacques Lacan est chahuté en particulier par quelques étudiants. Il s'en sort très bien. Mais Lacan était un maître atypique. Hein. Il n'était pas du tout. Et pour moi, c'était important, Lacan. Il n'a pas été mon maître direct. Je n'ai pas été suivre. Je suivais déjà le séminaire. Mais Lacan... il a quand même dit une phrase historique, c'est les structures sont descendues dans la rue. Moi, je fais partie des structures qui descendent dans la rue parce que je revendiquais le structuralisme. La thèse de Lacan, c'était vous cherchez un maître, vous l'aurez, et les révolutions ne font que reconduire des maîtres, ce qui était une critique évidemment pour lui du stalinisme. Mais Lacan était un conservateur éclairé. Et au fond, il était... c'est Foucault qui a dit Lacan et Sartre sont nos maîtres alternés. Et c'est vrai, ils encadraient, ils étaient d'abord plus âgés que les autres, avec cette, je dirais, Sartre c'était le grand frère, et Lacan avait cette position de surplomb. Il ne croyait pas du tout, lui,
à tous les idéaux de la Révolution. Mais il les a toujours accompagnés. N'oublie pas que dans sa famille, il y avait ça. Lacan était plutôt un grand sceptique avec ça. Donc, et en même temps, n'oubliez pas le côté très grande mise en scène, le côté Salvador Dali de Lacan, le côté libertin. Hein. Il est à part. Mais je dirais que c'est bien de lui. Et à ce moment-là, l'objectif de Lacan politique, c'était de récupérer toute cette révolte, en tout cas, pour qu'ils viennent vers lui, c'est-à-dire à la psychanalyse. Il pensait que la seule révolution, c'était lui qui la portait, que c'était la psychanalyse et que la politique, il fallait en sortir. Et il a réussi sur ce plan. C'est peut-être un des traits de ceux qu'on appelle les maîtres à penser de mai 68, dans cette table ronde, aujourd'hui ici au Centre Pompidou, dans le cadre du festival We Imagine et de cette réflexion autour des révolutions culturelles au pluriel de mai 68, c'est d'avoir affaire à des maîtres au sens intellectuel et du savoir du terme, et qui sont sans mépris pour la jeunesse. Vous citiez Jacques Lacan qui a su attirer quelques-uns des maoïstes qui étaient aux côtés de son gendre Jacques-Alain Miller ou de sa fille Judith Miller. Il y a Foucault aussi qui est dans une relation sans mépris, Barthes bien sûr à son séminaire. Manuel Cervera-Marzal, vous appelez une société ou une civilisation peut-être même où nous soyons tous des maîtres. Est-ce qu'en 68, il n'y a aucun maître, il n'y a plus de maître, ni Dieu d'ailleurs, où tout le monde devient un maître à son tour dans la rue? Moi, je comprends mai 68, c'est ce que j'en vois, ce que j'en retiens comme un mouvement collectif, pas seulement individuel, parce qu'on a beaucoup insisté sur le côté individualiste, voire hédoniste de mai 68, alors que c'est quand même un des slogans aussi qu'on voyait souvent dans les rues, c'était « parler à vos voisins ». Les gens se mettaient à échanger comme ça, à converser avec des inconnus. Donc c'est un mouvement non pas individualiste, mais de resocialisation. Et j'irais même plus loin, je le vois comme un mouvement de prise en main de notre propre société, donc de maîtrise en fait collective sur notre propre société qui était jusque-là dépossédée de sa destinée par, alors ça sonne peut-être un peu comme des grands mots, mais en même temps c'est des structures, la structure du capital, la structure de l'État qui de diverses façons, et c'est ce qu'analyse Foucault et d'autres, chacun à leur manière, dépossède les individus et les collectifs de leur propre avenir. Donc il faut peut-être ici introduire, il y a maître et maître, hein, c'est ce que dit Jacques Rancière dans le maître ignorant aussi. Il y a le maître qui vous abrutit, qui prétend que vous ne savez pas, que lui sait, et qui va vous permettre de savoir, mais en fait, en même temps, qui prétend vous permettre d'accéder à son statut, il maintient toujours une distance. Donc il y a les maîtres abrutissants, et de l'autre côté, il y a ce que Jacques Rancière appelle le maître ignorant, celui qui part de l'égalité des intelligences, du postulat qu'il y a une égalité des intelligences, ce qui ne veut pas dire que toutes les intelligences se valent, pour à partir de là essayer de vérifier en acte cette égalité. Et ça, c'est une type de position de maîtrise qui, moi, m'intéresse beaucoup plus parce qu'elle me semble beaucoup plus émancipatrice, tout simplement. Le festival Imagine, c'est celui de la prise de parole. Comment vous faites quand vous êtes un porte-parole et que les gens prennent la parole? Donc, quel geste, quel déplacement vous opérez pour conserver une forme de capacité à imposer du sens, mais du moins même pour vous demander ce que vous êtes en train de dire, ce que vous faites quand vous parlez. Premier problème. Deuxième problème, c'est celui du rapport aux structures. Parce que le rapport au Parti communiste avait construit toute une série de figures, depuis l'intellectuel organique jusqu'au compagnon de route, figures qui deviennent à ce moment-là relativement obsolètes. Donc ces deux affaires-là, Foucault va les prendre à sa charge très longtemps. Si vous voyez les cours de la fin des années 70, tout le mode de travail qu'il fait sur le courage de la vérité, la notion de parésiage dans la grecque antique, etc., c'est encore une manière de se poser la question de savoir ce que c'est que prendre la parole, au nom de quoi on la prend, quel genre d'autorité on adopte, on s'accorde, on s'arroge quand on le fait, etc. Donc c'est une question très, très longue. Vraiment, il y a un effet de traîne important de cette question, comme chez tous. Quand Deleuze et Guattari écrivent sur le corps sans organes dans l'Anti-Oedipe et dans Mille plateaux, c'est une manière de faire revenir autrement la question de l'intellectuel organique. Ils inventent l'intellectuel inorganique, ce qui est quand même assez amusant. Rancière et le maître ignorant, c'est aussi d'une certaine façon la même affaire. Donc il y a un bouger dans cet événement 68 qui va mettre beaucoup de temps en fait à infuser, et Foucault concrètement va rejoindre l'expérience de Vincennes
Il a quitté aussi vite au fond qu'il y est entré, considérant que toute cette expérience n'était pas nécessairement enrichissante ou épanouissante pour lui. Donc, voilà. Il enseigne un an, ouais. Il enseigne un an et il quitte pour le Collège de France, ce qui est un autre drôle d'endroit, il faudrait le dire. Deleuze restera beaucoup plus longtemps et inventera des formes de cours qui sont restées assez célèbres. Donc il y a une forme d'expérimentation, mais plutôt sur le mode de questionnement. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces intellectuels se mettent à se poser la question frontalement de ce que c'est que leur place dans une société où ils n'en sont plus les seuls ou les principaux à parler. Elisabeth Roudinesco. Oui. Il y a une chose, ils n'étaient pas encore des maîtres, mais il faut dire que la contestation avait commencé à partir de 66, parce que la lecture des textes est éblouissante. Les écrits de Lacan 66, Foucault on connaissait déjà par ses écrits, Deleuze avait déjà écrit, ensuite il y aura ses cours, De Certeau déjà, donc Derrida bien sûr, c'était l'année 66 à cristalliser un nouveau type de savoir. Et ensuite, ce qui est fascinant, c'est qu'ils rentrent eux-mêmes dans mai 68. Ils ne l'avaient pas plus prévu que nous. Et donc, moi, quand j'étais à la Sorbonne, je ne les avais jamais rencontrés. Je ne les connaissais pas. C'était les textes qui comptaient. Donc, c'était aussi un moment de rencontre, en fait. Alors, oui, mais ce n'étaient pas des maîtres au sens, je vais me corriger. On lisait des textes autres que ce qu'on nous enseignait. Et ensuite, naturellement, on commence à les rencontrer. Et quand Vincennes est créé, il y a un moment éblouissant. Moi, j'ai suivi 3 ans Deleuze, 2 ans de Certeau, 1 an Foucault quand il fait épistémologie des sciences de lui. On les retrouve en chair et en os en train d'enseigner alors qu'on les avait déjà lus. En tout cas, je ne suis pas la seule, hein, c'est ça. Et on a l'impression, en effet, et je pense que c'est vrai, qu'ils ont compris 68. Et 68 est aussi cet événement auquel on ne s'attendait pas. Moi, ensuite, quand j'ai écrit sur l'histoire de 68, en tant qu'historienne, je l'ai regardé autrement que la manière dont je l'avais vécu. Vous voyez, sur le moment, on n'a pas la distance pour comprendre. On est dans l'action. Manuel Cervera-Marzal. Oui, je voulais rapidement rebondir sur ce que disait Mathieu Pot-Bonneville à l'instant, sur la difficulté que rencontre l'intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui est habitué à prendre publiquement la parole sur les sujets de société les plus importants, lorsqu'il est confronté à un mouvement comme mai 68 où tout le monde prend la parole pour lui. C'est vrai que c'est une crise d'identité, au sens où cette parole qui lui appartenait, elle est démocratisée en quelque sorte. Et il y a un passage dont je me rappelle qui est dans un entretien entre Foucault et Deleuze, c'est dans, je ne sais plus où il a été retranscrit. 172 dans l'Arc. 72, ouais. Voilà. Et c'est Deleuze là-dedans, il me semble, qui dit à un moment il est indigne de parler pour les autres. Et c'est vrai qu'il est indigne de parler pour les autres, et notamment pour les opprimés, parce que c'est une forme de confiscation de la parole qui les réduit à des objets de leur situation et qui les dépossède en fait de leur propre action. Mais en même temps, il faudrait ajouter contre Deleuze quelque part que peut-être qu'il est indigne de parler au nom des opprimés, mais il est aussi indigne de se taire quand il y a de l'oppression. Et donc pour moi, c'est ça la tension dans laquelle se trouve toujours l'intellectuel. C'est comment faire pour parler, pour dénoncer les injustices, et en même temps pour le faire d'une façon qui ne revienne pas à priver les opprimés de leur propre parole. C'est ça, je trouve, c'est là le nœud du problème. Oui. Et en ce sens-là, j'ai l'impression qu'entre 68 et aujourd'hui, les choses n'ont pas énormément changé. Et non seulement cela, c'est-à-dire qu'il y a cette fameuse phrase de Deleuze sur l'indignité, disant à Foucault, vous nous avez appris l'indignité de parler pour les autres, ok, mais dans le même temps, et Deleuze et Foucault sont bien convaincus que leur écriture n'est pas leur écriture à eux seulement, que si cette écriture a un sens ou une puissance, elle l'attire d'une certaine façon d'un rapport impersonnel à une multitude qui les dépasse. Donc on écrit toujours pour les autres. On ne parle pas pour les autres, mais on écrit toujours pour les autres. Donc comment faire pour négocier à la fois l'affirmation de cette source multiple de la parole et en même temps la récusation de ce rôle de ce surplomb du représentant qui va s'arroger une autorité sur ceux qu'il représente. Manuel Cervera-Marzal, il me semble aussi important de souligner, comme vous le faites dans vos travaux, qu'aujourd'hui, ceux qu'on appelle ici, autour de cette table à l'instant, les maîtres à penser, puisqu'on réfléchit sur les maîtres à penser de 1968, les maîtres à penser sont devenus une classe dominée au sein de la classe dominante qui serait la classe politique, qui seraient les décideurs économiques. Est-ce qu'on doit à mai 68 le fait que ces maîtres à penser ayant accepté de perdre un petit peu de leur superbe et des oripeaux du mandarinat se soient livrés
au diktat peut-être des maîtres de l'économie et de la politique? Oui, alors je sais pas, parce qu'il faudrait distinguer déjà entre les mandarins et les étudiants, mais parce que la classe intellectuelle, pour dire vite, elle est extrêmement hétéroclite, hein, justement. Encore aujourd'hui, j'ai rien personnellement contre tous les professeurs d'université ou du Collège de France. Je les lis, j'apprends beaucoup de leur part, mais entre eux et on est avec Anastasia Colosimo, là, on est aussi deux jeunes universitaires qui connaissons la précarité, les contrats payés des années plus tard, même pas de contrat, du travail au black. On est littéralement exploité aujourd'hui dans l'université française, faut pas avoir peur de le dire, hein. Il y a 50% des cours en sciences humaines et sociales qui sont assurés par des gens qui sont payés 3 ou 4 fois moins que des gens qui sont titulaires de l'université. Donc, si vous voulez, dans cette classe-là, qui est très vaste, qui regroupe en réalité plusieurs centaines de milliers de personnes, il y a des conditions extrêmement différentes. Ce qui est intéressant pour la masse que constitue ce jeune, on dit parfois le précariat, voilà, ces jeunes intellectuels précaires, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont effectivement dans une position paradoxale. Si vous regardez la pyramide sociale, ils sont quand même plutôt du côté des dominants parce qu'ils ont la chance d'avoir fait des études, d'avoir un certain statut, de pouvoir aspirer à des positions assez élevées. Et en même temps, parmi les dominants, et ça c'est pas moi, c'est Bourdieu hein, qui le disait, c'est les dominés parmi les dominants, parce que comparer un aspirant universitaire à n'importe quel, excusez-moi de me faire un peu caricatural, mais en même temps c'est une réalité, à n'importe quel trader, n'importe quel ministre, bon bah vous voyez bien que le jeune intellectuel c'est un dominé parmi les dominants, et c'est ce qui fait que en temps normal, ces dominés parmi les dominants sont plutôt solidaires du pouvoir et de l'ordre établi, mais dans les situations de crise, ils peuvent basculer de l'autre côté, et vous aurez compris de quel côté me pousse mon désir. Pardon, mais si j'ai bien... Anti-nouveau désir, Elisabeth Roudinesco est aux aguets. Non, peut-être j'ai pas très bien compris ce que vous voulez dire, mais ils sont pas devenus, tous ces penseurs de cette époque, ne sont pas des dominés. Foucault traduit en 50 langues, Derrida en 35 langues, je veux dire, c'est eux qui ont gagné dans le domaine de la pensée. Ça, particulièrement aux États-Unis d'ailleurs. Mais pas seulement, dans le monde entier. Moi, j'ai bien connu, je dirais surtout beaucoup Derrida, j'ai suivi les cours de Foucault, je n'ai pas connu bien Foucault, qui est aujourd'hui ces 50 langues, n'importe quel pays, dans tous les domaines. Donc ils sont le patrimoine. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'ils en avaient conscience à ce moment-là. Il n'y a plus que des imbéciles pour penser que ça vaut rien. Voilà, c'est tout. Il faut quand même le répéter. Ce qui a compté aussi, c'est que c'était des penseurs de très grand talent. D'ailleurs, ils n'étaient pas tous d'accord entre eux. Hein. Il y avait des tas de controverses. Mais ils ont été à la fois capables d'écrire des grands textes, c'était des littéraires, ils savaient écrire, ça compte énormément. Quelqu'un comme Derrida a amené la philosophie dans la littérature. Foucault, moi j'aurais pas pu écrire ce que j'ai écrit sans eux, sans avoir... Foucault amenait l'histoire dans la philosophie dans l'histoire, alors que tout ça était très séparé. Donc, et puis Lacan, n'en parlons pas, le dernier grand maître de la psychanalyse traduit lui aussi beaucoup. Donc, si vous voulez, c'est le patrimoine. Alors, les gens qui aujourd'hui crachent dessus, tant pis pour eux, c'est eux qui disparaîtront, mais c'est pas cette pensée-là. Elle existe, elle est le patrimoine français d'aujourd'hui et le patrimoine international. Hein. Donc, je sais pas, et Bourdieu en fait partie. Donc, c'est pas du tout ce qu'on croit, et que tous ceux qui racontent n'importe quoi sur les horreurs de mai 68, c'est pas une horreur. Hein. C'est le patrimoine classique français d'aujourd'hui, en tout cas dans ce domaine-là. Mathieu Pot-de-Bonneville, vous l'assumez, vous faites face à ce patrimoine classique, à cette influence, à cette puissance de la pensée de ceux qu'on appelle ici aujourd'hui donc les maîtres à penser de mai 68 pour simplifier les choses. D'une certaine façon, on n'a toujours pas eu leur peau, peut-être au sein de la scène intellectuelle française, et j'aimerais qu'on dise un mot de votre façon de philosopher et de penser, qui est notamment d'animer la Nuit des idées, qui est une fête de la pensée. Peut-être peut-on penser que mai 68 a été à sa façon une fête de la pensée. Est-ce que ça, c'est une des façons de vivre aujourd'hui avec l'héritage de mai 68 et aussi la puissance et peut-être le poids de la figure des maîtres qui semble encore aujourd'hui presque indépassable? Alors, ça fait plein de questions. Est-ce qu'on fait la fête pour s'affranchir des maîtres? Alors oui, voilà. Je crois que c'est un peu ça la question, en fait. C'est que dans la patrimonialisation des grandes figures des années 70, il y a quelque chose d'un peu encombrant. Moi, ça m'encombre que Foucault soit dans la Pléiade. D'abord, c'est assez pénible parce que pour stabiloter, ça traverse le papier, c'est très pénible. Ça fait des trous en plus. Ouais, ça fait des trous. Donc j'aime pas trop. Mais donc il y a cet effet comment dire,
d'officialisation tout simplement d'une référence, d'une révérence vis-à-vis des références qui est un peu encombrant. Et puis ce qui est encombrant aussi, c'est, ou ça pourrait être, l'illusion que rien ne s'est passé depuis, c'est-à-dire que les horloges se sont arrêtées autour de 1985, disons, 84, mort de Foucault, etc. Et que depuis, au fond, la France court après une gloire perdue, la gloire perdue de sa pensée et de sa politique. Je crois que c'est pas vrai du tout, mais qu'il faut le faire savoir. Un peu partout dans le monde. Je discutais avec un ami iranien il y a quelques temps, qui disait ce serait intéressant qu'on fasse des sessions sur les grandes figures patrimoniales justement de la pensée française, par exemple Derrida. Il me dit, est-ce que Derrida viendrait? Je dis non, hélas, il ne pourra pas venir. Donc il faut faire savoir que quelque chose... non. On a des tables rondes ici, on peut tenter une séance spirit. Lui ne le savait pas, ce qui est étonnant de la part des Iraniens qui sont remarquablement cultivés et informés sur la pensée française. Ceci pour dire que, puisque c'était votre question, l'un des enjeux de faire la fête à la pensée, ou faire la fête de la pensée, c'est de faire savoir que, même si la pensée française ne se découpe plus dans l'ombre de ces grandes individualités, de ces grands auteurs avec un A super majuscule, même si elle se construit au travers de collectifs, même si elle s'initie dans des revues, dans des recherches qui sont des recherches à plusieurs voix, etc., cette pensée, elle est vive et elle peut dialoguer avec les pensées vives du monde entier. Voilà. La Nuit des idées, c'est le projet d'un événement choral, comme il y a des films choraux, ou des séries chorales, c'est-à-dire de faire savoir que il ne suffit plus de réciter les 10 grands noms que nous connaissons tous pour épuiser l'actualité de la pensée contemporaine, que des noms, il y en a beaucoup, qui ne sont pas tous très connus, mais que la pensée mérite d'être visitée et qu'elle a quelque chose d'une fête, de là ce projet international. Ces maîtres qui sont effectivement pour nous et surtout pour notre génération